Impeccable. Bien, il est 18 heures, donc si vous êtes d'accord, on va démarrer. Avant tout, soyez les bienvenus donc à à ce nouveau cycle de webinaire qui s'intitule Une heure avec un expert. C'est quelque chose que nous prévoyons faire tous les mois. Et là, pour la première édition, si je puis dire, de ce webinaire, nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir Monsieur Homayoun Falakchahi, qui est expert dans le domaine du gaz et du pétrole. Pour moi, il est la preuve vivante que la sagesse, l'intelligence et les capacités ne sont pas nécessairement liées à l'âge parce qu'il est très jeune et ayant déjà eu le plaisir de l'inviter à d'autres conférences dans de très importants centres de recherche français, je peux vous dire que grâce à lui, on va vraiment faire le plein d'informations et vraiment, je le remercie d'accepter, d'autant plus qu'il est à Londres. Cher Monsieur Falakchi, oserais-je vous demander, car comme on dit, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, si vous acceptez de vous présenter et de dire quelques mots déjà sur vous-même. Bien sûr, bonjour à tous. Tout d'abord, merci Adilesa pour vos mots très gentils et pour m'avoir invité à ce webinaire. Je suis ravi d'être avec vous tous pour ce webinaire qui porte sur le secteur de l'énergie. Si vous m'autorisez, Adilesa, avant de commencer, je souhaitais très rapidement évidemment exprimer ma tristesse au vu des derniers événements en Iran. J'ai évidemment une pensée très profonde pour les morts, les blessés, les familles des victimes. J'espère sincèrement que ce soulèvement sera le début d'un changement profond qui permettra d'accès à une meilleure vie aux Iraniens qui ont tant souffert au cours des dernières décennies. Je ferme la parenthèse. En ce qui me concerne personnellement, je suis aujourd'hui analyste pétrolier et gazier au sein d'une entreprise qui s'appelle Kepler. C'est une entreprise française d'origine, fondée en 2014, qui aujourd'hui est plutôt internationale. Le plus gros bureau est d'ailleurs à Londres, où je me trouve actuellement. Et donc, c'est une entreprise qui vend de la donnée et de la recherche sur les marchés de l'énergie, principalement pétrole et gaz, mais nous regardons aussi tout ce qui est charbon, minerai de fer par exemple, et puis nous tournons de plus en plus vers les renouvelables également. Nous avons récemment acquis une entreprise présente dans le secteur du solaire. En ce qui me concerne, avant de rejoindre cette entreprise Kepler, j'ai rejoint cette entreprise il y a 3 ans et demi. Et auparavant, j'ai été pendant 5 ans au sein d'un cabinet britannique du nom de Wood Mackenzie, qui est aussi spécialisé dans le conseil et la recherche dans le secteur énergétique, principalement pétrolier et gazier également. Et j'étais au sein de ce cabinet spécialiste du secteur pétrolier et gazier iranien. Donc, ce que je ne suis plus aujourd'hui, je ne m'occupe pas seulement de l'Iran, mais je reste évidemment, je regarde évidemment tout ce qui se passe en Iran, et puis je suis plutôt spécialisé sur toute la région du Moyen-Orient, et puis tout ce qui touche à l'OPEP, dont j'imagine que vous en avez entendu parler, tous de près ou de loin, l'organisation des pays exportateurs de pétrole. Merci mille fois. Si vous êtes d'accord, après, bien évidemment, après la fin de votre intervention, on va consacrer, j'espère, une bonne demi-heure à des questions-réponses. Avant tout, bien évidemment, si vous êtes d'accord, on va aborder différentes questions relatives à l'Iran, aussi bien le domaine du gaz, du pétrole, mais aussi l'effet de la situation actuelle. Mais avant tout, est-ce que vous accepteriez de dire 2 mots sur l'aspect purement historique pour que toutes les personnes
sache à peu près à quelle époque le pétrole a été découvert en Iran, quelle est la place de l'Iran dans le domaine du pétrole et après dans le domaine du gaz. Alors oui, effectivement, donc le pétrole est une énergie relativement récente à l'échelle humaine, puisque c'est une énergie que l'on a découvert en deuxième partie du 19e siècle aux États-Unis. Donc, une industrie est née à cette époque-là, puisque le pétrole en fait a été utilisé à d'autres fins depuis des milliers d'années. Pour l'Iran, en fait, c'est le premier endroit où nous avons découvert du pétrole au Moyen-Orient. Donc, si j'exclus la partie Caucase-Azerbaïdjan, puisque là, c'était un peu avant. Mais donc, dans la région du Moyen-Orient, le pétrole a été découvert en Iran en 1908, dans le sud-ouest de l'Iran, près d'une ville qui s'appelle Masjed-e-Soleiman, par une entreprise à l'époque britannique, du nom de Anglo-Persian Oil Company, qui existe toujours et qui se nomme aujourd'hui British Petroleum, BP. Donc, l'Iran est le premier endroit où nous avons découvert du pétrole au Moyen-Orient. La production a augmenté assez fortement, notamment dans les années 30-40, et puis surtout dans les années 70, où c'était véritablement ce que l'on peut appeler l'âge d'or du secteur pétrolier iranien, puisque l'Iran produisait à peu près 6 millions de barils par jour à l'époque, ce qui correspondait plus ou moins à entre 10 et 15% de la production mondiale de pétrole. Donc un poids très important, surtout dans les années 70, qui a eu, comme vous pouvez l'imaginer, qui a fait face à un énorme frein, qui a été la révolution islamique suivie par la guerre de 8 ans contre l'Irak, qui a fortement diminué les capacités de production du pays, qui ont diminué d'environ 6 millions de barils par jour à une moyenne de 2 à 4 millions dans les années 90 pour augmenté assez lentement depuis les années 90, mais l'Iran n'a jamais vraiment récupéré le statut qui était le sien dans les années 70 dans le domaine pétrolier, puisqu'on a eu l'émergence d'autres acteurs dans cette industrie, donc notamment dans les pays comme dans la mer du Nord, en Afrique, en Amérique latine, et puis évidemment les États-Unis et les autres pays du Moyen-Orient. Donc l'Iran qui reste un acteur majeur, mais qui est très loin du potentiel qu'il pourrait remplir. J'ai plusieurs slides qui vous montreront cela un peu de manière visuelle. Pour le gaz, ce qu'il faut savoir très rapidement sur le gaz, c'est que pendant très longtemps, c'était une énergie très peu appréciée de la part des entreprises pétrolières et gazières. Pourquoi ? Parce que la grosse différence entre le pétrole et le gaz, c'est que le pétrole est très simplement transportable. Vous pouvez le mettre dans une bouteille en plastique, par exemple, dans un baril, et vous pouvez le transporter de l'endroit où il est produit à des milliers de kilomètres. Il suffit pour ça que vous ayez un bateau ou un autre mode de transport. Alors que le gaz, puisqu'il est sous forme gazeuse, il est très difficilement transportable. Vous ne pouvez pas le mettre dans une bouteille, par exemple, facilement, et puis le transporter, et puis il prend beaucoup plus de place en termes de volume. Donc pendant très longtemps, le gaz dans l'industrie a été une énergie peu appréciée, et puis une énergie surtout consommée régionalement, localement. Donc, si on avait du gaz produit aux États-Unis, il était consommé aux États-Unis. Si on avait du gaz produit au Moyen-Orient, il était consommé au Moyen-Orient. Ce qui a permis l'émergence du gaz comme une source d'énergie vraiment mondiale, de plus en plus mondialisée, c'est ce qu'on appelle le gaz naturel liquéfié, ou le GNL. Donc, il y a un processus où on refroidit le gaz à une température extrêmement basse. Je ne me rappelle même plus exactement du chiffre exact, mais c'est à peu près moins de 200 degrés Celsius. Et à cette température-là, le gaz devient liquide et il perd en volume jusqu'à 600 fois. Il devient beaucoup plus compact. Et on peut cette fois le mettre dans des bateaux spécialisés, donc de transport de GNL, qui maintiennent ce gaz à cette température très froide. Et on peut ensuite le transporter, par exemple, du Moyen-Orient vers l'Europe ou vers l'Asie. Donc ça, c'est une technologie qui a été mise en place pour la première fois en Algérie au début des années 60, mais qui a véritablement pris son essor dans les années 90 au Qatar. Donc le Qatar, aujourd'hui, est le premier producteur exportateur de gaz naturel liquéfié. Et pour ce qui est de l'Iran,
C'est un pays très important en termes de gaz également. En fait, je vais vous le montrer sur le slide, mais l'Iran en fait, produit aujourd'hui davantage de gaz en volume équivalent par rapport au pétrole. C'est plutôt plus un pays gazier, producteur de gaz que de pétrole. En revanche, l'immense majorité de ce gaz, plus de presque 95%, est consommé domestiquement. Et ce qui empêche l'Iran d'exporter son gaz véritablement, c'est d'une part, il n'y a pas assez d'investissement, donc la production n'est pas assez importante pour l'exporter, puisque la consommation est très forte, mais surtout, il n'y a pas cette technologie du GNL en Iran. L'Iran n'a pas accès à cette technologie-là qui permettrait d'envoyer son gaz facilement vers des marchés européens ou asiatiques. En revanche, le potentiel reste extrêmement important potentiellement pour les décennies à venir. Et une petite question, après j'invite aussi Eugène Henry aussi à intervenir. Aujourd'hui, moi j'ai lu que l'Iran, selon certaines statistiques, est le deuxième réserve mondiale de gaz, mais selon d'autres, l'Iran serait le premier. Pour vous, quelle est la situation de l'Iran par rapport à ses réserves de gaz, mais aussi par rapport à ses réserves de pétrole? Alors pour le gaz, oui, parfois on dit que c'est le premier, parfois que c'est le deuxième. Cela dépend ça peut dépendre de plusieurs facteurs. Il y a évidemment le fait que les réserves qui sont comptabilisées sont rarement auditées par des entreprises indépendantes, notamment dans les pays comme l'Iran ou la Russie. Donc, on n'est pas exactement certain du volume exact. Et puis surtout, l'extraction de gaz dépend de plusieurs facteurs, notamment économiques et technologiques. C'est-à-dire que lorsque vous avez le prix du gaz qui est très élevé, vous allez avoir des entreprises qui vont être davantage incitées à investir pour extraire ce gaz et donc investir davantage dans les technologies avancées d'extraction. Et cette technologie d'extraction pourrait permettre d'extraire un volume plus important, puisque lorsque l'on découvre du pétrole ou du gaz, on n'est pas capable d'extraire 100% de ce pétrole ou de ce gaz que l'on a découvert sous le sol. Donc, en règle générale, en moyenne, on arrive à extraire seulement une quarantaine de pourcents du pétrole que l'on a découvert dans le monde, au niveau mondial. Pour le gaz, c'est un peu plus, c'est un niveau à peu près 50 à 60%. Et donc ça veut dire que ces chiffres qui concernent les réserves, sont en fait peuvent évoluer dans le temps. Encore une fois, en fonction de l'économie, donc du prix notamment du pétrole ou du gaz, et des technologies qui sont mises en place. Donc, je pense que ce n'est pas très important de savoir si l'Iran est premier ou deuxième. Ce qui est sûr, c'est qu'il est dans le top 2 et qu'il possède d'énormes réserves de gaz. Vous avez eu la gentillesse un peu de décrire le schéma global, même si ce n'est pas le sujet du tout de notre webinaire, parce qu'en soi, il faudrait un webinaire complet pour ça. Mais est-ce que vous pouvez dire quand même deux mots sur la nationalisation de l'industrie pétrolière iranienne? Parce que, bon, pas la peine de vous dire que la nationalisation de l'industrie pétrolière iranienne, c'était l'époque de Mossadegh et c'est l'un des peut-être si on veut comprendre pourquoi l'Iran et les États-Unis ont autant de problèmes, ou l'Iran et l'Angleterre, cette période a joué un rôle très important dans le subconscient des Iraniens. Ça, ce n'est pas le sujet de notre webinaire, mais si vous pouvez dire deux mots sur justement la nationalisation du pétrole. Oui, absolument, c'est un très bon point que vous mentionnez, et je m'excuse parce que j'ai oublié de le mentionner moi-même plus tôt, mais alors lorsque le pétrole a été découvert au Moyen-Orient, notamment en Iran en 1908, et puis en Irak en 1927, et dans la région du sud du Golfe Persique dans les années 30, en Arabie Saoudite et au Bahreïn en premier, donc ce pétrole a été découvert par les entreprises étrangères. En Iran, on l'a vu, c'était l'ancêtre de British Petroleum. En Irak, c'était un consortium d'entreprises internationales dans lequel vous aviez ce qui est aujourd'hui BP, Shell, Total, ExxonMobil, donc des entreprises britanniques, américaines et françaises. Et de même, dans le sud du Golfe Persique, c'était des entreprises américaines. Donc, ces entreprises-là avaient signé des accords de ce qu'on appelle concession avec les États locaux. Les États locaux leur concédaient une partie de leur territoire
afin que ces entreprises puissent gérer l'extraction, l'exploitation, j'ai perdu le mot, et l'exploration, excusez-moi, l'exploration, le développement, l'exploitation et la production de ces énergies-là. Donc, en échange de cela, ces entreprises devaient reverser une part des bénéfices aux États locaux, ce qui, dans un système de concession, s'intitule des royalties. Ça s'appelle royalties parce que c'était notamment reversé directement à la royauté, et un système de taxes. Donc, comme tout simplement les taxes sur les profits. Et donc, ce niveau de royalties et de taxes était historiquement très faible en faveur de l'État. Pour l'Iran, jusqu'au début des années 30, il était sous 16%. Reza Shah, donc le père du dernier Shah d'Iran, début des années 30, 1932, a réussi à renégocier ce partage des revenus et a augmenté ce niveau de 16% à 32%. Mais la majorité des bénéfices revenaient toujours aux entreprises étrangères, notamment BP à l'époque. Donc, au début des années 1950-1951, le Premier ministre Mossadegh décide de nationaliser le secteur pétrolier du pays afin d'augmenter les bénéfices issus de cette rente pour l'État. Seulement, vous connaissez, j'imagine, tous plus ou moins l'histoire, et cela a amené un coup d'État fomenté par la CIA et le MI6 britannique notamment, en 1953. Donc Mossadegh a été destitué du pouvoir, et ce qui s'est passé, c'est que le pétrole est resté nationalisé. Ce qui veut dire que tout ce qui est dans le sous-sol du pays appartient à l'État iranien. En revanche, les entreprises sont tout de suite revenues. En 1953, elles sont revenues, elles ont re-signé un accord de concession avec l'État iranien. Le partage était davantage en faveur de l'État iranien par rapport à l'accord précédent. On est passé à un partage d'environ 50-50. Mais il n'empêche que la nationalisation a été quelque peu un échec, puisque l'Iran devait tout de même reverser 50% des profits aux entreprises étrangères. Et donc, ces entreprises étrangères sont restées présentes dans le pays jusqu'en 1979 et la révolution islamique, où elles ont dû quitter le pays assez abruptement. Le secteur pétrolier s'est véritablement écroulé durant les années 80, dû à la guerre contre l'Irak. Et puis, à partir de 1995, il y a eu d'autres nouveaux accords qui ont été signés avec les entreprises étrangères. Mais ce sont des accords qui ont été signés, on va dire, un peu au compte-gouttes. Donc, vous n'avez pas eu des dizaines d'accords qui ont été signés. On a eu au total une douzaine d'accords signés entre 1995 et la fin des années 2000 entre l'Iran et ses entreprises étrangères. Et là, en revanche, les accords sont devenus beaucoup plus durs pour les entreprises étrangères. Donc, on a véritablement eu dans le secteur pétrolier un tournant dans les années 70, où la majorité des autres pays du Moyen-Orient a réussi à nationaliser son secteur pétrolier également, d'une manière en général beaucoup plus douce et beaucoup plus, on va dire, amicale que l'Iran 20 ans plus tôt. Donc, ça a été fait de manière progressive, et en Arabie Saoudite, au Koweït, par exemple, en 1976, ils sont arrivés à une nationalisation à 100% de leur secteur pétrolier. Mais il n'empêche que ces pays-là travaillent toujours avec les entreprises étrangères. Et ce qui est le cas aussi, ce qui était le cas de l'Iran jusqu'à la réimposition des sanctions par Donald Trump. Et puis, plus globalement, la première grosse imposition des sanctions sur l'investissement des entreprises étrangères dans le pays en 1996, puis en 2010 sous Obama. Donc, pour résumer, on a une présence aujourd'hui quasi nulle d'entreprises étrangères dans le secteur pétrolier et gazier iranien. Mille fois merci pour cette perspective. Maintenant, si vous êtes d'accord, même s'il y a énormément de choses encore à dire, mais parlons de la situation d'aujourd'hui.
Vous avez parlé de Donald Trump. En effet, à partir de Donald Trump et le retrait des États-Unis de l'accord nucléaire, il y a eu des sanctions très lourdes sur l'industrie pétrolière iranienne. Est-ce que vous pouvez dire deux mots sur déjà la chute qu'il y a eu au niveau des exportations pétrolières iraniennes et puis de la remontée et surtout de dire deux mots parce que beaucoup de gens ne le savent pas, même si c'est pratiquement le domaine public, les différents moyens que l'Iran a utilisés pour pouvoir continuer à exporter son pétrole en dépit de cette masse de sanctions américaines. Excusez-moi, Ali. Excusez-moi, avant de passer sur cette question, je voulais que vous puissiez revenir sur la question du gaz et du transport du gaz. Vous avez parlé de la technologie particulière GNL. Ce serait bien qu'on partage avec vous ce sujet du transport, notamment quels sont les pays qui maîtrisent ces technologies. Si j'en crois ce que j'ai pu lire, ils ne sont pas nombreux. Et en dehors de cette technologie, on le sait, il y a un autre véhicule de transport. Et quelle est la cartographie de cet autre véhicule de transport que sont les gazoducs? Oui, absolument, c'est un très bon point. Donc, le GNL, encore une fois, pour la première fois, est une technologie qui a vu le jour au début des années 60, 1962, précisément dans le nord de l'Algérie, donc mise en place par les entreprises à l'époque françaises pour la première fois. Mais c'est une technologie qui a véritablement pris son essor dans les années 90, lorsque l'émirat du Qatar a, on peut dire, plus ou moins tout misé là-dessus. Il y a une anecdote dont professeur de relations internationales à Sciences Po Grenoble, que mon professeur de relations internationales à Sciences Po Grenoble mentionnait souvent, M. Jean-Paul Burdi, c'est le fait qu'à l'époque, on avait l'émirat du Qatar qui avait fait un voyage à Londres. En arrivant à Londres, en passant le passage diplomatique de l'aéroport, le policier en question, voyant son passeport diplomatique, lui dit le Qatar, qu'est-ce que c'est que ce pays? C'est un pays inventé. Il ne connaissait pas le Qatar. Et donc, l'émir du Qatar s'est mis en tête à cette époque de faire connaître le Qatar au monde entier. Et cela passait par la monétisation de la principale réserve, principale ressource énergétique du pays, du Qatar, qui est le gaz naturel. Parce que le Qatar possède aussi du pétrole, mais en relativement petite quantité par rapport aux autres pays de la région. Donc le Qatar, ce que le Qatar a fait au début des années 90, c'est qu'il a offert des contrats d'exploitation assez avantageux par rapport à ce qui était disponible dans la région, donc aux Émirats, à Bahreïn, en Iran, en Irak. Et donc, les plus grandes entreprises internationales sont allées au Qatar. Donc, vous avez des entreprises comme Total, BP, Shell, ExxonMobil, etc., toutes présentes dans le secteur pétrolier et gazier qatari. Et donc, elles ont permis au Qatar de devenir pendant très longtemps le principal producteur et exportateur de gaz naturel liquéfié. Donc, le gaz naturel liquéfié, encore une fois, c'est du gaz naturel que vous produisez, que vous amenez vers ce qu'on appelle un terminal de liquéfaction. Donc, c'est en fait une énorme usine qui nécessite des milliards de dollars d'investissement et en règle générale 4 à 5 années de construction pour voir le jour. Et donc là, ce gaz naturel est refroidi à une température extrêmement faible qui lui permet de liquéfier et de perdre beaucoup de volume. Ce qui permet de le mettre dans des bateaux spécialisés qu'on appelle des méthaniers. Et ces méthaniers peuvent ensuite transporter ce gaz naturel liquéfié vers des marchés plus lointains, comme du Moyen-Orient, par exemple, vers notamment l'Europe et l'Asie. Donc le Qatar, pendant très longtemps, était le principal producteur de très loin. Historiquement, j'ai mentionné l'Algérie, mais nous avions aussi des pays du Sud qui, depuis très longtemps, produisent du gaz, comme le Nigeria, la Malaisie, l'Indonésie, qui historiquement sont les gros producteurs de GNL. Mais depuis les années 2010, on a eu une très forte expansion du secteur du GNL en Australie et aux États-Unis. Et donc aujourd'hui, on a le Qatar, l'Australie et les États-Unis qui sont à un niveau assez similaire
Donc, l'Australie a dépassé le Qatar il y a 2 ans en termes de production, mais le Qatar est repassé devant l'an dernier. Mais on est plus ou moins à un niveau similaire entre ces 3 pays. Et ces 3 pays, à eux seuls, produisent plus de 70% du GNL mondial. Qatar, États-Unis et Australie. Mais ça reste une technologie qui aujourd'hui est assez répandue. On a des terminaux de liquéfaction, encore une fois, au Moyen-Orient, au Qatar, mais aussi à Abu Dhabi, dans les Émirats arabes unis, au Moyen-Orient. Oman, à côté aussi, a 2 terminaux de liquéfaction. La Russie est aussi, depuis les années 90, un producteur de GNL avec le terminal de Sakhalin dans l'Extrême-Orient. Il y a 5-6 ans, la Russie a lancé le terminal de Yamal, qui exporte principalement vers l'Europe. Évidemment, ces exportations, aujourd'hui, cette année, ont diminué à cause de la guerre. Mais donc, vous avez cette technologie qui est présente dans beaucoup d'endroits dans le monde. On a des nouveaux projets qui arrivent au cours des prochaines années, notamment en Afrique subsaharienne, comme au Mozambique. Le Mozambique a découvert d'énormes réserves de gaz naturel au cours des dernières années. Et d'ici 2025, devrait devenir un des pays exportateurs majeurs de GNL. Pas autant que le Qatar, les États-Unis et l'Australie, mais certainement à un niveau supérieur, par exemple, à l'Algérie, ce qui en ferait un très gros producteur de GNL. Cette technologie du GNL, en revanche, elle est principalement dans les mains d'entreprises américaines. Et vous avez seulement une entreprise non américaine, qui est une entreprise allemande du nom de Linde, qui possède cette technologie. C'est-à-dire que lorsque vous êtes un État, donc, par exemple l'Iran, si l'Iran souhaite transformer son gaz en GNL, soit ils doivent découvrir cette technologie eux-mêmes, ils ne la possèdent pas, soit ils doivent l'apporter dans le pays, donc ce qui signifie signer un contrat avec ces entreprises-là qui possèdent cette technologie, donc soit Linde, l'allemande, soit les entreprises américaines. De très loin, plus de 90% de la technologie est dans les mains d'entreprises américaines. Donc évidemment, cela signifie que avec la mise en place de sanctions sur le secteur énergétique iranien, cela empêche l'État iranien de signer un quelconque contrat avec des entreprises américaines. Et puis, même si l'Iran a techniquement le droit de signer un contrat avec une entreprise non américaine pour le développement de son secteur énergétique, il y a d'autres barrières qui font que cette fois, c'est l'entreprise qui ne souhaite pas venir signer ce contrat-là en Iran et apporter sa technologie en Iran. L'Iran, on peut dire sur ce point, je finis là-dessus sur le GNL, vers la fin des années 2000, au début du premier mandat du président Ahmadinejad, avait signé 4 gros contrats de GNL pour le développement de ces technologies-là dans le sud du pays, puisque l'Iran possède le plus grand champ gazier du monde dans le sud du pays, dans le Golfe Persique. C'est un champ qui est partagé avec le Qatar. 2 tiers du champ se trouvent sous les eaux du Qatar et 1 tiers sous les eaux iraniennes. Donc, ce champ s'appelle South Pars en Iran et Northfield, donc champ du Nord au Qatar. Donc, l'Iran, à l'époque, avait signé des contrats avec notamment Total, entreprise française, avec Repsol, entreprise espagnole, OMV, entreprise autrichienne, et 2 entreprises asiatiques afin de développer cette technologie sur 4 projets différents, ce qui aurait fait aujourd'hui de l'Iran un gros exportateur de GNL, mais l'imposition de sanctions américaines en 2010, sous l'administration Obama, sur l'Iran, a fait que tous ces projets-là ont été soit complètement abandonnés, 3 de ces projets ont été complètement abandonnés, et il y en a un qui a été suspendu puisqu'il a été partiellement construit, il s'appelle Iran LNG, sauf que pour terminer ce projet, il faut que l'Iran, encore une fois, réussisse à re-signer un contrat afin de ramener cette technologie du GNL. Et il faut aussi 2 à 3 milliards de dollars d'investissement. Et pour un pays qui ne possède pas énormément de capital comme l'Iran, c'est quelque chose de très compliqué. Donc l'Iran a, on peut dire, un peu raté la marche, notamment du fait des sanctions américaines sur la technologie du GNL. Et aujourd'hui, pour revenir sur le sujet qui nous rassemble tous ce soir, donc est-ce que l'Iran peut aider l'Europe à passer un hiver plus chaud? En fait, quand on parle d'hiver plus chaud, on parle surtout de gaz plus que de pétrole. Là, la réponse est négative, puisque même si les sanctions sont levées ce soir ou demain,
l'Iran ne pourra pas exporter de GNL avant un certain nombre d'années, puisqu'il faut en règle générale 4 à 5 ans d'investissement jusqu'à ce que vous ayez votre usine de GNL qui sorte de terre et qui puisse liquéfier le gaz naturel. Et pour reprendre ce que Eugène Henry a dit par rapport au gazoduc, parce que je me souviens, j'ai eu l'honneur et le plaisir de très bien connaître M. de Margerie, M. Monsieur de Margerie, le président du Total, et lui, l'un de ses vraiment objectifs pendant des années, c'était la construction du gazoduc Nabucco qui devait relier les champs gaziers iraniens par la Caucase vers l'Europe. Et il disait toujours, l'Iran doit être la solution gazière pour l'Europe. Bon, malheureusement, bon, il est mort dans les circonstances que vous savez et le projet Nabucco n'a jamais eu lieu. Mais est-ce qu'aujourd'hui, physiquement, il y a des gazoducs qui permettraient à l'Iran d'alimenter l'Europe ou pas? Alors oui, merci de me rappeler cette question, puisque j'ai oublié de répondre à la question d'Eugène là-dessus. Donc en effet, les gazoducs, historiquement, c'est ce qui permettait de transporter le gaz vers les marchés plutôt éloignés, avant que le GNL devienne un peu la solution de secours, la solution privilégiée depuis maintenant 2 à 3 décennies. Mais les gazoducs sont, encore une fois, historiquement, ce qui permet de transporter le gaz. Seulement, la mise en place, la construction d'un gazoduc, en général, est quelque chose d'assez techniquement compliqué sur des longues distances, puisque, par exemple, vous avez un gazoduc qui transporte le gaz de l'Azerbaïdjan vers la Turquie, puis vers le sud-est de l'Europe. Ce gazoduc, construit à la fin des années 90, a coûté à l'époque 4 milliards de dollars et quelques années il a nécessité quelques années de construction. Et surtout, lorsque vous avez un gazoduc aussi long, en général, il doit traverser plusieurs frontières, donc il faut un accord diplomatique très important entre différents pays. Et puis, évidemment, on est dans une région du monde, le Moyen-Orient, le Caucase, où vous avez des zones d'influence historique très fortes entre l'Europe, la Russie et les États-Unis. Donc, il faut un concert de circonstances qui puissent permettre l'édification d'un tel gazoduc. Donc, je pense que pour l'Iran, ce qui a empêché l'Iran véritablement de faire partie de ce grand projet. Donc, vous avez mentionné Nabucco. Pour Nabucco, finalement, n'a pas vu le jour, mais on a eu des gazoducs concurrents qui ont vu le jour finalement, qui ont permis de ramener le gaz du Caucase du Sud, de l'Azerbaïdjan notamment, vers l'Europe. Ce qui a empêché l'Iran de faire partie de ce projet, je pense, c'est tout simplement la situation politique et les relations internationales compliquées que l'Iran a avec l'Ouest, l'Europe et les États-Unis notamment, puisque je pense qu'il aurait fallu le soutien tacite des États-Unis, notamment dans ce projet, pour que l'Iran puisse faire partie de ce tel projet. Aujourd'hui, l'Iran, en termes de gaz, exporte du gaz principalement vers la Turquie et vers l'Irak, mais il s'agit de volumes relativement faibles. Donc ça correspond à peu près 1/5 du gaz consommé en Turquie. Et pour l'Irak, c'est environ entre 1/4 et 1/3 du gaz consommé en Irak. Donc pour ces deux marchés, c'est un fournisseur assez important. Seulement, ce système de gazoduc n'a pas de capacité assez importante pour que l'Iran puisse augmenter les exportations via la Turquie vers l'Europe. C'est-à-dire que même si l'Iran augmente sa production et remplit davantage ce gazoduc qui va vers la Turquie, on parle de volumes qui sont équivalents à peu près 1/20 ou 1/30 de ce que la Russie aujourd'hui, aujourd'hui non, mais il y a un an, exportait vers l'Europe. Donc les infrastructures actuelles de gazoduc ne permettrait pas à l'Iran de pouvoir fournir suffisamment de gaz à l'Europe via la Turquie. Je pense qu'il y a une question de M. Merer. Yves. Donc la question c'est,
Cher Roger, tu peux lire la question de M. Marais? Elle n'est pas affichée, elle a levé la main. Je pense qu'il y a une question. Alors, parce qu'il faudrait. Vaïd, est-ce que tu peux un instant ouvrir le micro de M. Merer, si tu m'entends? Désolé, parce qu'on est obligé de fermer tous les micros, parce que Bien, instant. sinon il y a des bruits parasites. Désolé. Hein. Donc, Monsieur Merer, on vous écoute. Bonjour à tous. Ça me fait plaisir de participer à cette réunion et de voir Monsieur Halili, c'est un grand plaisir. Surtout de participer à une réunion sur un sujet auquel j'ai participé du temps des dinosaures. Simplement, un point d'histoire. Et pour me présenter, j'ai eu le plaisir et l'honneur de présider les sociétés de Royal Dutch en Iran de 2005 à 2010. Et il y avait en fait à l'époque deux projets sérieux. L'un qui était de Royal Dutch, donc que je présidais, qui envisageait d'exporter du LNG à partir du GNL, comme on l'appelle dans cette réunion, à partir de l'Iran, premier cargo en 2015, et qui avait l'ambition de deux trains de 8 millions de tonnes. Donc l'Iran avait la capacité, à partir de South Pars et de la concession dont je m'occupais à l'époque, d'exporter 16 millions de tonnes de LNG. Et le projet de Total, qui lui était un petit peu plus petit, mais très respectable, c'était 10 millions de tonnes. Donc en 2015, l'Iran aurait pu exporter à peu près 25 à 30 millions de tonnes de LNG avec d'autres projets au-delà de ceux de Shell et de Total. Donc une contribution considérable, et la moitié de cette production était destinée à l'Europe et l'autre moitié à l'époque au Japon et à la Chine. Alors ces projets, là je tiens à corriger un petit peu ce qui a été dit, ce ne sont pas les sanctions américaines en 2010 qui ont fait que ces projets se sont arrêtés. C'est d'une part des points de discussion sérieux avec l'Iran, d'une part, mais surtout les décisions à l'époque de la présidence, enfin du Premier ministre britannique, Gordon Brown, et de Sarkozy, qui ont voulu faire mieux que les Américains, si je puis dire, à l'époque. Donc, ce n'était pas du tout les sanctions américaines en 2010 qui ont amené, mais c'était une décision américaine. Donc, c'est un point d'histoire vu de l'intérieur, non pas vu de l'extérieur. Maintenant, on peut raconter, bien sûr, que c'est de la faute des Américains. Ce n'était pas de la faute des Américains à l'époque. Donc, juste un petit point d'histoire. Maintenant, le problème de l'Iran, effectivement, vous parlez des tuyaux et de l'export. Il y a eu de nombreuses études qui ont été faites sur le break-even, donc le point d'équilibre économique entre l'exportation par LNG d'une part et par les pipelines de l'autre part. En gros, à l'époque, alors maintenant je ne sais pas, il faudrait demander à notre expert aujourd'hui, mais le point d'équilibre était considéré comme étant de 3000 km à peu près. Donc si vous voulez, dès que les exports doivent être faits sur plus de 3000 km, il vaut mieux utiliser le LNG que le pipeline. En dessous de 3000 km, ça vaut le coup. Donc ça, c'est une chose importante à garder en tête, sans compter la dimension géopolitique qui vient d'être rappelée, à savoir que quand vous avez un tuyau de 3000 km, les chances d'avoir des problèmes géopolitiques sont beaucoup plus élevées que lorsque les tuyaux sont plus courts. S'il y avait, pour compléter ma remarque, si je peux me permettre, il y avait une autre dimension qui était, à mon avis, beaucoup plus intéressante et beaucoup plus importante dans la géopolitique du gaz. C'était au-delà des exports à long courrier, si je puis dire, c'est de construire au Moyen-Orient un réseau interconnecté de gaz. Pourquoi? Parce que l'Arabie saoudite a besoin de gaz, l'Iran avait du gaz à exporter,
l'Oman avait une sous-capacité d'utilisation de son LNG, donc il y avait des possibilités d'exporter du gaz iranien en Oman pour profiter de la capacité omanaise de LNG. Et donc nous avions conçu à l'époque un projet de réseau interconnecté de gaz qui aurait été beaucoup plus intéressant d'un point de vue géopolitique, de créer une interdépendance énergétique dans la région, qui aurait été un facteur de paix. Malheureusement, l'histoire n'est pas si facile et ces projets n'ont pas pu avoir le jour. Et ce serait très intéressant justement de pouvoir, le moment venu, les relancer. Et bien sûr, ce serait interconnexion gaz, interconnexion eau, interconnexion électricité, qui serait un facteur d'interdépendance au sein du Moyen-Orient, tel que celui que nous avons à l'intérieur de l'Europe de l'Ouest. Donc voilà, quelques précisions que je voulais donner sur ma petite expérience dans l'énergie et dans le gaz iranien. Expérience particulièrement riche qui, j'espère, continuera. Cher M. Falakçay, pour revenir à ma question, par contre, j'ouvre une petite parenthèse, je voulais dire quand même un petit bonjour à M. Xavier Houzel qui nous fait également l'honneur et le plaisir d'être là, qui est de loin l'une des personnes qui connaît vraiment le mieux les questions pétrolières et surtout les aspects pétroliers et liés à la géopolitique. Donc vraiment, je voulais lui dire un petit bonjour. Cher M. Falakçay, est-ce que vous pouvez dire, pour reprendre ce que je vous avais demandé, qu'est-ce que l'Iran a fait pour pouvoir exporter son pétrole en dépit des sanctions américaines? Oui, alors c'est une question très, très actuelle, puisque les sanctions américaines qui sont en place depuis maintenant plusieurs décennies ont évidemment eu un impact très fort sur l'investissement dans le secteur énergétique dans le pays, dans le pétrole et dans le gaz. Mais ce sont véritablement les sanctions imposées entre 2010 et 2012 qui ont commencé à impacter les exportations de pétrole de l'Iran. Et puis, donc on a eu l'accord nucléaire signé en 2015, puis la sortie de cet accord de la part des États-Unis de Donald Trump en 2018 et un durcissement des sanctions qui ont été réimposées à l'époque. Donc, pour faire très simple, ces sanctions imposées par les États-Unis ont un caractère extraterritorial, ce qui signifie qu'elles incitent des entreprises étrangères à ne pas faire de business avec des entreprises qui sont sur liste de sanctions américaines, notamment aujourd'hui la Compagnie nationale de pétrole iranienne. Et donc cela signifie que chaque entreprise, entité qui fait du business avec cette entreprise donc, nationale de pétrole iranienne prend le risque d'être sous sanctions américaines. Donc, c'est un risque qui a été pris au début, entre début des années 2010, 2012, 2013, un peu à la légère par certaines de ces entreprises importatrices et par les banques notamment qui finançaient ces échanges, jusqu'à 2014 et l'imposition d'une sanction extrêmement lourde à l'égard de BNP Paribas, qui en 2014 a été sanctionné à hauteur de 9 milliards de dollars. Donc en fait, il y a eu un accord à l'amiable trouvé entre BNP et la justice américaine. Et donc, pour faire simple, BNP a dû verser 9 milliards de dollars, ce qui à l'époque, je crois, correspondait à leur résultat net annuel quasiment. Donc, à partir du jour où vous avez eu l'imposition vraiment, l'application par la justice américaine des sanctions extraterritoriales, on a eu une période où les entreprises sont devenues beaucoup plus frileuses pour faire business avec la Compagnie nationale de pétrole iranienne. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Donc, ce qui signifie qu'aujourd'hui, on n'a quasiment personne dans le monde, aucune entreprise, qu'elle soit privée ou nationale, qui souhaite acheter du pétrole iranien. Donc, les seuls qui sont toujours acheteurs de pétrole iranien, on a d'un côté la Chine, qui est de loin le principal preneur de pétrole iranien. C'est à peu près 85%
des exportations de pétrole. Et puis le reste, les 10-15% restants, ce sont des volumes qui vont vers le Venezuela et la Syrie. Donc des États qui sont évidemment très proches géopolitiquement de Téhéran. Et puis même pour certains une partie de ce commerce-là, on a pas mal de doutes sur le fait qu'il s'agit vraiment de commerce, de transactions où les Vénézuéliens ou les Syriens payent les Iraniens. En fait, notamment vers la Syrie, il semblerait que ce soit du pétrole qui soit mis à disposition gratuitement de la part de l'Iran pour la Syrie, pour le régime syrien. En revanche, pour la Chine, il y a vraiment un commerce qui est en place, mais qui n'est pas direct. C'est-à-dire que vous n'avez pas des entreprises nationales chinoises, donc par exemple la CNPC ou Sinopec, qui achètent directement du pétrole à la National Iranian Oil Company. Donc, vous allez avoir un système où la National Iranian Oil Company va charger son cargo de pétrole, son pétrole dans un bateau, et puis elle va trouver des entreprises intermédiaires qui vont acheter ce pétrole à la NIOC et vont s'occuper de le transporter, notamment à partir des eaux malaisiennes, vers la Chine. Donc, on voit souvent des bateaux iraniens, ou non iraniens d'ailleurs, qui sont possédés par en général des petites entreprises enregistrées soit en Chine, soit dans les Émirats, qui transportent ce pétrole iranien, l'amènent vers les eaux malaisiennes. Et dans les eaux malaisiennes, ce qui se passe, c'est que dans le système international de transport maritime, vous avez ce qu'on appelle le signal AIS, qui correspond plus ou moins à ce que nous, on connaît tous les jours avec le signal GPS. Donc, ce signal AIS doit être en général allumé de manière permanente pour des raisons de sécurité. Et ce que l'on remarque, c'est que dans les eaux malaisiennes, vous avez un transit, notamment près du détroit de Malacca, extrêmement important. On a ces bateaux-là qui arrivent et qui éteignent ce signal AIS et qui, en fait, font ce qu'on appelle en anglais un ship-to-ship transfer. On appelle dans le jargon pétrolier STS, où en fait vous avez les deux bateaux qui se mettent côte à côte et le pétrole de l'un est reversé vers les cales du deuxième bateau. Donc, ce sont des techniques qui sont utilisées pour faire en sorte que le tracking et le suivi de ces échanges-là soit plus compliqué qu'un échange formel et normal. Donc, ces techniques-là, c'est la principale technique utilisée par les Iraniens et les acheteurs, donc notamment les Chinois, pour faire en sorte que ces échanges de pétrole entre ces deux pays ne soient pas vus, ou dans la mesure du possible, qu'ils soient cachés du grand public. Et donc, aujourd'hui, on a l'équivalent d'environ entre 700 000 et 800 000 barils par jour de pétrole iranien qui transite vers la Chine. Donc, c'est un chiffre assez important puisque la Chine importe en moyenne environ 12 à 13 millions de barils par jour. Donc, cette année, c'est un peu moins puisque là, ils ont toujours cette politique du zéro Covid en Chine. Donc, on a un niveau plutôt proche de 10 millions de barils par jour. Mais donc, ça représente environ 7 à 8% des importations de pétrole chinoises. Et donc, c'est véritablement ce type de technique qui est utilisé, qui n'est pas simplement utilisé par les Iraniens. Vous avez les Vénézuéliens qui exportent leur pétrole vers la Chine et l'Inde, qui utilisent ce genre de technique. Et la Russie aussi, qui de plus en plus utilise ce genre de technique, même si je précise que les sanctions américaines qui sont en place contre le Venezuela et la Russie sont de nature et d'ordre différent de celles qui sont imposées sur l'Iran. On peut dire de manière, encore une fois, assez simplifiée qu'elles sont un peu moins sévères, puisque notamment sur la Russie, les sanctions imposées sur la Russie n'ont pas ce caractère extraterritorial, ce qui fait que vous avez des pays comme l'Inde, la Turquie ou d'autres, et notamment la Chine aussi, qui ont augmenté leurs importations de pétrole russe depuis l'imposition de sanctions européennes et américaines sur la Russie à partir du mois de février-mars de cette année. Et puis, j'ai une petite question liée à ce que vous venez de dire. Parce que le Venezuela, c'est un pays qui a d'énormes réserves de pétrole,
mais en même temps, l'Iran exporte vers eux. Est-ce que vous pouvez dire deux mots sur cette coopération finalement très peu connue du grand public? Oui, alors en effet, ça peut faire sourciller, puisque comme vous l'avez dit, si l'on regarde la situation d'un point de vue chiffré, le Venezuela possède les plus grandes réserves de pétrole dans le monde, même plus que l'Arabie saoudite, environ 300 milliards de barils de pétrole. Seulement, ce qu'il faut savoir, c'est que d'une part, on a une infrastructure au Venezuela qui est extrêmement vétuste, qui a été totalement négligée depuis maintenant une dizaine d'années. Donc là encore, notamment lié à des politiques prises par l'État vénézuélien et puis par l'imposition de sanctions par les États-Unis qui ont fait que les entreprises étrangères ont quitté le pays. Mais nous avons aussi et surtout une caractéristique du pétrole vénézuélien qui est que très grosse majorité du pétrole que le Venezuela possède est ce qu'on appelle dans le jargon pétrolier du pétrole extrêmement lourd. On a différentes qualités de pétrole produits dans le monde. En fait, lorsque vous produisez un pétrole à partir d'un champ, vous avez un autre champ 50 km plus loin, les deux qualités de pétrole vont être différentes. Chaque champ produit du pétrole spécifique, qui lui est spécifique et qui lui est propre. Évidemment, si vous avez deux champs très proches géographiquement, il y a de fortes chances que géologiquement, ils soient également très proches. Mais le pétrole vénézuélien, par exemple, est beaucoup plus lourd, ce qui signifie qu'il est beaucoup plus dense que le pétrole produit ailleurs, et notamment aux États-Unis ou au Moyen-Orient. Et donc, cela signifie deux choses, c'est que son extraction, d'une part, est très difficile et très coûteuse. Il faut des infrastructures très spéciales pour arriver à extraire ce pétrole, pour faire simple, il n'est pas aussi liquide que le pétrole plus léger. Donc, il va sortir du puits beaucoup plus difficilement. Donc, il faut certaines techniques, comme par exemple faire chauffer le réservoir sous-sol afin que le pétrole se dilue un tout petit peu et puisse remonter à la surface, premier point. Et le deuxième point, c'est que pour faire ce type d'opération, il faut l'utilisation de pétrole soit ultra léger, ce qu'on appelle des condensats, soit carrément d'essence. Donc, en fait, les Vénézuéliens utilisent ce pétrole très léger et l'essence une fois qu'ils ont extrait le pétrole très lourd et le mélangent à ce pétrole très lourd afin d'améliorer la qualité de ce pétrole et de pouvoir le vendre à des acheteurs internationaux. Donc, ce qui fait que le Venezuela a besoin de ce pétrole ultra léger pour sa propre production de pétrole. Donc, historiquement, ils importaient beaucoup de condensats algériens qui convenaient très bien à leurs installations. Depuis l'imposition des sanctions, donc ils n'importent plus de pétrole algérien et ils se sont tournés vers le condensat iranien, parce que l'Iran est un très grand producteur de condensat, donc ce pétrole ultra léger qui est produit en même temps que le gaz naturel. Donc vous avez certains champs de gaz naturel où vous n'avez pas seulement du gaz naturel qui sort de puits, vous avez aussi des liquides associés, et notamment ce condensat, donc, qui est l'équivalent d'un pétrole ultra léger. Donc c'est ce pétrole en fait ultra léger qui est envoyé de la part de l'Iran vers le Venezuela afin de faciliter la production de pétrole très lourd vénézuélien. Et enfin, dernièrement, le Venezuela est aussi dans une situation très compliquée pour ses raffineries. Ils ne produisent plus assez d'essence pour leur marché domestique. Ils produisent du pétrole, mais ils n'arrivent pas à le raffiner en matière en quantité suffisante pour leur propre marché. Et donc, ils importent de l'essence d'Iran pour leur station-service, pour leur marché domestique. Et d'ailleurs, il y a pas mal de points, puisque beaucoup de raffineries iraniennes sont assez vétustes. Donc, la qualité du pétrole produit en Iran, de l'essence produite en Iran, est généralement assez basse. Et il y a beaucoup de Vénézuéliens qui se plaignent du fait que les moteurs de leur voiture ont vu quelques problèmes à cause de cette essence iranienne, et aussi du fait, évidemment, d'une plus grande pollution résultant de cette essence de moins bonne qualité. Il y a énormément de questions. D'ailleurs, je vous félicite parce que le sujet est hardi. Pourtant, le nombre de participants n'a pas changé du tout et il y a énormément de questions. Eugène Henry, est-ce que tu veux
On en a quelques-unes là qu'on a notées. Je vais commencer par la première, alors qui est demandée à notre expert. Quel effet a engendré le conflit russo-ukrainien sur le gaz et le pétrole iranien? C'est une très bonne question. On peut dire que sur le court terme, l'effet est à peu près nul, sauf que sur le pétrole, dans un premier temps, donc on a eu la Russie qui exportait principalement son pétrole brut vers l'Europe. Donc, la Russie exportait avant la guerre avec l'Ukraine environ 5 millions de barils par jour de pétrole. Ils produisent à peu près 10 à 11 millions. Ils exportaient 5 millions vers les marchés européens et asiatiques, environ 2 tiers, donc 3 millions vers l'Europe et presque un peu moins de 2 millions vers l'Asie. Ce qui s'est passé avec la guerre, c'est qu'on a eu un renversement de ces flux d'échanges énergétiques de la Russie. On a eu une part de ce pétrole russe qui allait vers l'Europe, qui s'est détourné, qui a été redirigé vers l'Asie, et notamment l'Inde principalement, et la Chine. Donc, de ces 3 millions, on est passé à un peu plus de 2 millions, donc une baisse d'environ 1 million de barils par jour des exportations russes vers l'Europe. Mais de l'autre côté, on a eu une augmentation supérieure à 1 million de barils par jour d'exportations russes vers l'Asie, et notamment l'Inde, encore une fois, et un peu la Chine. Donc, puisque la Chine est l'acheteur principal de pétrole iranien, et qu'ils ont donc par conséquence acheté un peu plus de pétrole russe dernièrement. Pourquoi l'Inde et la Chine se sont tournés vers le pétrole russe? C'est tout simplement que les Russes offraient un rabais plus important pour pouvoir vendre leur pétrole. L'Iran déjà doit offrir son pétrole au rabais, puisque s'il le met sur les prix internationaux du marché pétrolier, évidemment les acheteurs, même les Chinois, ne vont pas être intéressés, puisqu'il y a ce risque de sanctions qui doit être prise en compte dans ce prix. Donc l'Iran déjà exporte son pétrole avec un rabais d'environ 10 à 15% supplémentaire sur le marché. Et les Russes, dans un premier temps, ont offert leur pétrole avec un rabais, à un moment même supérieur à 30%. Donc, ça leur a permis de trouver un marché, notamment en Inde et en Chine. Et donc, à un moment, on avait la Chine qui a augmenté ses importations de pétrole russe. Et par conséquent, les importations de pétrole iranienne avaient chuté. Donc ça, c'était les mois d'avril, mai de 2022. Ce qui s'est passé, c'est qu'entre-temps, on a eu le pétrole russe qui a réussi à rester assez résilient, les exportations de pétrole russe. Non seulement elles n'ont pas baissé suite à la guerre en Ukraine, elles ont même augmenté au cours des 5-6 premiers mois suivant la guerre, notamment du fait de l'intérêt d'acheteurs asiatiques. Donc le rabais que les Russes offraient sur ces marchés asiatiques a diminué. Ils offrent toujours un rabais, évidemment, mais il a diminué, ce qui a fait que de l'autre côté, la compagnie nationale de pétrole iranienne a, elle, augmenté son rabais vers les Chinois. Et donc, les Iraniens ont pu récupérer ce marché qu'ils avaient perdu pendant l'équivalent de 1 mois, 2 mois en Chine. Et donc, aujourd'hui, vous avez les Iraniens qui exportent autant qu'ils exportaient vers les Chinois, et autant qu'ils exportaient vers la Chine juste avant la guerre entre la Russie et l'Ukraine. On peut dire que l'impact aujourd'hui est nul. Et puis sur le gaz, encore une fois, l'Iran est un très grand producteur de gaz, c'est le 3e plus grand producteur dans le monde de gaz, après les États-Unis et la Russie. Seulement, c'est aussi un des énormes consommateurs de gaz. C'est le 4e plus grand consommateur de gaz, après les États-Unis, la Russie et la Chine. Il consomme un tout petit peu moins de gaz que la Chine. Donc, seulement une infime partie de ce gaz produit par l'Iran, un peu moins de 5%, est exporté, encore une fois, principalement vers la Turquie et l'Irak. Donc, pour le moment, il n'y a pas d'impact direct sur la production ni les exportations de gaz iranien. En revanche, sur le moyen long terme, on pense que puisque la Russie a vu ses exportations de gaz fortement diminuer vers l'Europe. D'ailleurs, ce n'est pas lié aux sanctions européennes, c'est plus Gazprom elle-même qui a décidé de ralentir et de couper ses exportations de gaz vers l'Europe. Et puis dernièrement, il y a une dizaine de jours, vous avez vu
certainement entendu parler du sabotage qui a eu lieu en mer Baltique sur le gazoduc Nord Stream 1. Donc aujourd'hui, la Russie exporte quasiment plus de gaz vers l'Europe depuis quelques semaines. Donc on estime que cela va avoir un impact sur le rapprochement entre Moscou et Ankara, qui a déjà eu lieu. Et donc la Russie va pouvoir potentiellement exporter plus de gaz vers Ankara. Donc la Turquie va pouvoir acheter ce gaz russe avec un rabais assez important, ce qui fait que ça une nouvelle menace pour le marché turc, qui est le marché principal pour l'exportation de gaz iranien aujourd'hui. Le contrat aujourd'hui entre l'Iran et la Turquie arrive à terme en 2025-2026. Et il y a de fortes chances que la Turquie soit négocie un rabais beaucoup plus important que ce qu'elle a aujourd'hui pour ce gaz iranien, soit carrément que la Turquie décide de ne plus importer de gaz en provenance d'Iran, puisqu'ils pourront avoir beaucoup plus de gaz en provenance de Russie. Et d'ailleurs, la Turquie elle-même a découvert un grand champ de gaz en mer Noire, et ce champ de gaz pourrait être amené à produire environ 20% moi, je ne trouve plus les mots en français, j'ai l'habitude de parler de ces sujets en anglais, mais à donner 20%, satisfaire 20% de la demande de gaz turc. Donc, sur un moyen long terme, la situation actuelle avec la Russie est une menace pour les exportations de gaz iranien vers la Turquie. Une petite question, vous avez dit que l'Iran consomme pratiquement autant que la Chine. Pourtant, bon, ce n'est pas la même population. Certes, j'aimerais bien qu'il y ait un jour 1 milliard d'Iraniens dans le monde, mais aujourd'hui, on n'est jamais que 90 millions d'habitants. Qu'est-ce qui justifie qu'on consomme autant que la Chine? Alors, c'est tout simplement lié au fait que, puisque l'Iran, depuis 2 décennies, donc Monsieur Merer, je vous remercie d'ailleurs assez tardivement pour vos commentaires, l'a très bien rappelé, l'Iran n'a pas réussi à concrétiser ses projets de GNL et à pouvoir augmenter sa production de gaz naturel au-delà de ce qu'elle est actuellement en attirant les investisseurs étrangers. Donc, puisque les marchés étrangers étaient assez fermés à l'Iran, la décision a été prise en interne de favoriser la consommation domestique de gaz, donc d'utiliser ce gaz, de produire ce gaz pour l'utiliser domestiquement. Pourquoi cette décision a été prise? C'est parce que à peu près 60% des réserves de gaz en Iran et plus de 70% de la production de gaz en Iran aujourd'hui provient du champ de Saint-Spars. Donc ce champ de Saint-Spars est encore une fois partagé avec le Qatar. Dans la région du Moyen-Orient, vous avez très peu d'accords d'unitisation, c'est-à-dire que lorsque vous avez un champ partagé qui traverse les frontières, en gros, vous avez, c'est un peu comme une course de Formule 1. Le pilote qui va aller le plus vite possible va pouvoir extraire plus de ressources de ce champ-là. Donc, il faut le voir comme un verre d'eau. Vous mettez 2 pailles dedans. Donc, le premier qui va tirer plus sur cette paille-là va pouvoir obtenir plus de ressources à partir de ce champ-là. Donc, l'Iran souhaitait augmenter sa production et produire un maximum possible de ce champ partagé avec le Qatar, parce que sinon, au final, ils auraient eu une part beaucoup moins importante des ressources de ce champ-là, qui d'ailleurs seulement se trouve à environ 1/3 sous les eaux iraniennes. Donc, c'était déjà très compliqué pour l'Iran d'atteindre un niveau équivalent à celui du Qatar. Donc, la production de ce champ de Saint-Spars a été favorisée. Aujourd'hui, elle atteint un niveau qui est équivalent à celui du Qatar. Mais il a fallu prendre la décision de développer tout un secteur gazier dans le marché domestique. Et donc, vous avez le gaz qui est favorisé dans un bon nombre de secteurs, comme l'industrie, comme pour la production d'électricité, et même dans le transport. Vous avez la plus grande flotte de véhicules qui roulent au gaz naturel compressé, ce qu'on appelle le CNG en Iran, qui a un niveau comparable avec la Chine, par exemple, en termes de flotte de véhicules roulant au gaz naturel. Donc, ces décisions stratégiques ont été prises de développer le secteur du gaz en interne, encore une fois pour l'industrie, pour la production d'électricité,
pour le transport et puis évidemment pour le secteur des ménages. Donc, on a plus de 90% de la production d'électricité et dans l'utilisation domestique dans les ménages de l'énergie qui est produite à partir du gaz naturel. C'est une décision stratégique qui a été prise par les Iraniens. De l'autre côté, en Chine, vous avez le secteur, le gaz, qui ne représente en fait à peu près seulement 10% de la consommation énergétique du pays, notamment dans la production d'électricité, dans lequel vous avez une prépondérance du charbon, toujours pour la production d'électricité en Chine. Donc, la Chine a comme objectif d'augmenter la part de gaz de moins de 10% à 15% dans le mix énergétique national. Et ce qui fait que la Chine, avec un mix énergétique, avec un gaz qui représente 10% du mix énergétique national, a une consommation déjà un tout petit peu supérieure à l'Iran, qui a une part du gaz extrêmement importante dans le mix énergétique, et notamment dans la production d'électricité, supérieure à 90%. Eugène, d'autres questions? Oui, alors il y en a quelques-unes. Alors, la suivante est: quels sont les différents types de pétrole existants en Iran? Est-ce que la diversification du pétrole peut être un facteur de développement iranien? Vous pouvez répéter la deuxième question, s'il vous plaît? Quels sont les différents types de pétrole existants en Iran? Et est-ce que la diversification du pétrole peut être un facteur de développement iranien? Alors, pour la première question, lorsqu'on regarde une carte de l'Iran, je pense que avec votre permission, je vais partager mon écran. J'aurais dû le faire depuis longtemps, ça aurait aidé à la discussion. Dites-moi si vous pouvez voir mon écran. Mais donc, lorsque vous regardez une carte de l'Iran, et notamment une carte des hydrocarbures dans le pays, vous avez en très grande majorité des réserves qui se trouvent dans le sud du pays. Donc ici, vous avez les champs de pétrole qui sont représentés par les taches vertes et les champs de gaz par des taches rouges. On voit ce très grand champ d'ailleurs partagé avec le Qatar, donc, dont on vient de parler, le champ de South Pars. Ce pétrole-là se trouve majoritairement sur cette plaque séparant ce qu'on appelle les plaques tectoniques arabiques et iraniennes. Et donc, en fait, lorsque vous avez du pétrole qui se trouve sur cette même plaque géologique, c'est du pétrole qui a des caractéristiques assez similaires. Donc, le pétrole iranien a des caractéristiques très similaires avec le pétrole irakien, avec le pétrole du Koweït et d'Arabie Saoudite. Donc, c'est un pétrole que l'on dit dans le jargon qui est moyen soufré. C'est-à-dire qu'il a une quantité de soufre assez importante et il a une qualité, dans le jargon pétrolier, on appelle ça API, qui est assez moyenne. Donc, moyen soufré, ça ne veut pas dire que c'est du mauvais pétrole. Ça veut dire que lorsque vous le mettez dans une raffinerie, vous utilisez ce pétrole du Moyen-Orient dans une raffinerie, vous allez avoir une tendance à produire davantage, par exemple, de diesel et de kérosène par rapport à des produits comme l'essence ou le nafta. Vous allez aussi avoir une tendance à produire plus de fuel par rapport à de l'essence. Alors qu'en revanche, si l'on prend du pétrole américain ou du pétrole Brent, donc de mer du Nord, qui est plus léger et beaucoup moins soufré, vous allez avoir tendance à produire plus d'essence, par exemple, et de nafta. Donc, ces types différents de pétrole font que les raffineries vont regarder ces différents pétroles, donc qu'ils soient produits au Moyen-Orient, en Afrique, en Amérique, et puis elles vont chercher à optimiser leur système pour leur raffinerie. Mais évidemment, c'est aussi lié à la situation de l'offre et de la demande et à la situation géopolitique. Depuis l'imposition de sanctions sur la Russie, le pétrole russe est très similaire au pétrole iranien et au pétrole du Moyen-Orient. C'est un pétrole qui est moyen soufré. La grande majorité du pétrole russe produit en Oural est un pétrole qui est très, très similaire avec le Moyen-Orient. Ce qui a fait que d'ailleurs, les Indiens ou les Chinois, on l'a mentionné précédemment, les Chinois, lorsqu'ils ont importé plus de pétrole russe, ils ont diminué leurs importations de pétrole iranien et leurs importations de pétrole d'autres endroits de la région. Okay.
Monsieur Eugène, je vous prie m'excuser, je vous demandais de vous rappeler la deuxième question, s'il vous plaît. OK. Alors, est-ce que la diversification du pétrole peut être un facteur de développement iranien? Alors, je ne suis pas certain de comprendre la question de diversification de pétrole. Je ne suis pas sûr de comprendre cette nomenclature. Ou peut-être on peut la poser d'une autre manière. Est-ce que pour vous, le pétrole aujourd'hui est toujours un facteur de développement pour l'Iran ou est-ce qu'aujourd'hui l'économie iranienne peut se passer du pétrole? Alors, le secteur pétrolier et par extension, si on inclut le secteur pétrochimique, représente de loin la principale manne de réserve de l'État iranien. Donc, les exportations de pétrole brut et de gaz naturel ne représentent en fait qu'un tiers des revenus de l'État iranien. Si on inclut le secteur pétrochimique, donc les exportations de LPG par exemple, ou GPL, et cela représente un peu moins de la moitié des revenus du gouvernement iranien. C'est une part qui est très importante, c'est de loin la majeure partie, le moteur de l'économie, mais c'est une part qui est beaucoup plus faible que dans d'autres pays de la région. L'Iran est une économie, pour faire simple, beaucoup plus diversifiée que les économies de la région, si l'on exclut les Émirats, parce que les Émirats, ça reste une économie très diversifiée, notamment grâce à la présence de Dubaï. Donc, je pense que pour répondre à la question, ce que l'on peut dire, c'est que si les sanctions sont levées, on devrait avoir une augmentation de la production et des exportations de pétrole iranien, ce qui ferait qu'il y aurait une rentrée de devises beaucoup plus importante pour l'État iranien, puisqu'on estime que les exportations de pétrole pourraient plus que doubler, faire un facteur d'environ 2,5. Donc, on aurait beaucoup plus de revenus. Et donc, cela voudrait dire que la part des hydrocarbures augmenterait dans le secteur, dans l'économie du pays. En revanche, on peut dire que avec la levée des sanctions, on aurait une croissance extrêmement importante grâce à cette augmentation des exportations, à cette rentrée de devises étrangères. Mais l'Iran a démontré une capacité à pouvoir survivre sans l'exportation, une exportation très importante de ces hydrocarbures. Puisqu'on a eu des exportations qui ont diminué aujourd'hui par un facteur environ 3 par rapport à 2017-2018, avant la réimposition des sanctions. Et évidemment, l'économie se porte beaucoup plus mal aujourd'hui par rapport à il y a quelques années, mais on n'est pas dans une situation où l'économie est en train véritablement de s'effondrer, où le régime de l'État est en train de s'effondrer. Et ça, je pense que c'est lié à notamment le fait que l'économie est beaucoup plus diversifiée en Iran que dans d'autres pays de la région. J'ai encore 5 questions. Je vois le temps qui file. Alors, je vais passer à la suivante. Ne pensez-vous pas que le surcroît de sanctions américaines produise un effet boomerang que l'on appelle guerre? Évidemment, ça, je pense que c'est plus une question politique, mais ce qui est certain, à mon avis, c'est que les sanctions américaines n'ont pas permis d'atteindre leur objectif, qui était de mettre l'Iran à genoux et d'arriver à un nouvel accord qui soit, soi-disant, plus avantageux pour les États-Unis. Aujourd'hui, on n'a toujours pas de nouvel accord. On a un Iran qui est, a priori, plus proche de la capacité du breakout nucléaire. Ils sont plus proches de la capacité à produire la bombe nucléaire. Et puis, on a des tensions plus accrues dans la région, notamment entre l'Iran et Israël, entre l'Iran et le Kurdistan irakien, par exemple. Même si de l'autre côté, on a une situation qui s'est assez calmée entre l'Iran et l'Arabie saoudite. Mais ça, je pense que ce n'est pas lié aux sanctions, c'est même plutôt lié au fait que l'Arabie saoudite, depuis quelques années, essaye d'équilibrer sa politique étrangère et s'est davantage rapprochée de la Russie.
et donc a calmé le jeu un peu avec l'Iran. Donc, le jeu ici, c'est un peu calmé. Mais je pense qu'entre États-Unis et Iran, les relations restent extrêmement tendues. On n'est pas au pic que l'on avait sous l'administration Trump, évidemment. Je pense que le risque de guerre n'est pas totalement à exclure, mais à mon avis, le risque reste très faible. On est quand même sur des tensions qui restent pour le moment assez maîtrisées de part et d'autre. Alors, j'ai une autre question. Pourquoi les intermédiaires basés aux Émirats arabes unis. l'Union des Émirats arabes unis continuent à avoir un flux financier avec l'Iran et pas d'autres entreprises? C'est tout simplement qu'il y a une carotte derrière. C'est-à-dire qu'on a des entreprises qui sont formées parfois pour quelques semaines maximum, c'est-à-dire qu'elles sont créées, elles durent quelques semaines, puis elles disparaissent au bout de quelques semaines, puisque, encore une fois, les États-Unis ont la capacité de sanctionner ces entreprises-là. Et elles l'ont fait à de multiples reprises cette année, l'an dernier, sous l'administration Trump. Alors, vous avez chaque semaine un update de la liste d'entreprises qui sont sous sanctions américaines, et vous avez parfois des sanctions enregistrées aux Émirats, à Oman, en Malaisie, en Chine, qui se retrouvent sur cette liste de sanctions. En fait, ce qui se passe, c'est que vous avez ces individus-là qui possèdent ces entreprises-là, qui enregistrent ces entreprises-là, qui sont liés à d'autres individus qui vont recréer une entreprise de même type qui va être utilisée pour faciliter ce commerce entre l'Iran et la Chine. Et encore une fois, la raison pour laquelle on a ce commerce-là qui existe, c'est le fait que ces entreprises-là prennent une commission sur ce commerce entre l'Iran et la Chine. C'est le capitalisme pur et simple. Donc, s'il y a de l'argent à se faire derrière, c'est un processus qui va continuer. Et pourquoi aux Émirats spécifiquement? C'est tout simplement parce que la législation est relativement simple aux Émirats pour l'enregistrement de nouvelles entreprises. Je pense que la majorité sont à Dubaï, qui est un émirat qui fait beaucoup de commerce, alors soit directement, soit indirectement avec l'Iran, même si le niveau de ces échanges-là a beaucoup diminué suite à la pression d'Abu Dhabi sur Dubaï. Mais c'est un commerce qui reste assez important. Alors, la question, c'est, on a beaucoup parlé il y a quelques années d'immenses réserves de gaz au Turkménistan plutôt, voisin de l'Iran. Est-ce que ce potentiel serait susceptible d'être corrélé aux ressources gazières de l'Iran? Mais il n'y a pas déjà des gazoducs entre l'Iran et le Turkménistan? Alors, si, les très grandes réserves gazières du Turkménistan qui sont mentionnées, vous pouvez les voir sur la carte. Ce sont les deux grosses taches rouges que vous voyez sur la carte. Donc, ce grand champ à la frontière de l'Iran, c'est le deuxième plus grand champ gazier du monde, qui se trouve dans la région donc à l'est de la ville de Mashhad en Iran, mais surtout à 100% au Turkménistan. Donc c'est un champ qui est extrêmement riche en gaz naturel. La différence avec d'autres champs gaziers, notamment avec celui de Saint-Spars Northfield qui se trouve entre l'Iran et le Qatar, c'est que c'est un champ qui est principalement composé de méthane et qui n'a pas de liquides associés. Donc, si vous vous rappelez, on avait dit que la production de Saint-Spars, lorsque vous produisez du gaz naturel de ce champ-là, dans le sud de l'Iran, vous avez du gaz naturel qui sort, du méthane, mais aussi d'autres types de liquides, notamment du condensat. Donc, la présence de ces liquides fait que économiquement, ce sont des champs beaucoup plus rentables à développer et à produire. Donc, ce champ-là au Turkménistan ne possède pas une grande quantité de liquides associés, ce qui diminue sa rentabilité, même si évidemment, avec les prix actuels du gaz, notamment en Europe et en Asie, c'est un champ qui gagnerait à être davantage développé. Donc, ce qui, je crois, empêche le développement assez rapide et beaucoup plus grand de ce champ-là, c'est tout simplement, encore une fois, les questions géopolitiques.
afin de transporter ce gaz. Donc, le Turkménistan est un État enclavé d'accès à la mer Caspienne, mais il n'y a pas de terminal de liquéfaction dans la mer Caspienne. Et de toute façon, tous les pays aux alentours de la mer Caspienne n'ont pas besoin de gaz véritablement. Donc, le gaz turkmène est principalement acheminé vers la Chine, mais c'est une route qui est assez peu fiable d'un point de vue sécuritaire. Donc, la Chine, aujourd'hui, privilégie l'accès au gaz russe, puisqu'il y a un grand gazoduc entre la Russie et la Chine qui a été construit il y a 2 à 3 ans et qui commence à acheminer du gaz russe vers la Chine. Donc, à terme, on va avoir beaucoup plus de gaz russe qui va être acheminé vers la Chine. Pour le gaz turkmène, donc, encore une fois, aujourd'hui, il est principalement acheminé vers la Chine. On ne parle pas de volume extrêmement important. Et il y a même une partie, donc vous avez raison, Ali Reza, il y a un gazoduc il y a 2 gazoducs même entre le Turkménistan et l'Iran. La raison pour laquelle elle est historique, c'est que vous avez, comme vous le voyez, les champs de gaz qui se trouvent dans le sud du pays, en Iran. Et vous avez la deuxième ville du pays en termes de population, Mashhad, qui se trouve dans le nord-est du pays. Donc, pendant très longtemps, vous n'aviez pas l'infrastructure nécessaire afin d'acheminer le gaz qui se trouve dans le sud du pays vers le nord-est et la région de Mashhad. Donc, pendant très longtemps, vous avez eu un gazoduc qui acheminait le gaz turkmène vers la région de Mashhad. Donc, depuis le milieu des années 2010, ce gazoduc-là iranien a été mis en place. L'Iran n'a plus besoin de gaz turkmène, donc il n'importe plus de gaz de Turkménistan. Et ce qui se passe, c'est que vous avez des relations assez complexes. Donc, l'Azerbaïdjan, qui exporte du gaz vers l'Europe, importe du gaz turkmène via l'Iran. Vous avez un gazoduc qui relie le Turkménistan à l'Azerbaïdjan via l'Iran. Donc, il traverse l'Iran. L'Iran prend une commission sur ce transfert de gaz. Donc, pourquoi l'Azerbaïdjan a besoin d'importer? Donc, c'est pas véritablement un besoin, c'est plus des considérations commerciales et géopolitiques qui font que l'Azerbaïdjan importe un peu de gaz turkmène via l'Iran. Mais je pense que le Turkménistan, c'est un problème qui est d'ordre géopolitique, qui fait que pour acheminer ce gaz turkmène, vous avez besoin d'un gazoduc qui relierait le Turkménistan directement à l'Azerbaïdjan, qui ne passerait pas par l'Iran, puisqu'il est hors de question pour l'Europe aujourd'hui d'acheter du gaz qui traverserait l'Iran. Et de même manière, vous avez des oppositions qui sont en place en mer Caspienne contre un gazoduc qui traverserait directement le Turkménistan et l'Azerbaïdjan, et notamment de la part de la Russie. On commence à arriver à la fin. Peut-être une dernière question, parce qu'il y a une question assez intéressante. C'est une dernière question, cher Eugène Toupeau. Oui, c'est suivant le rapprochement avec les pays de l'organisation du traité de Shanghai, serait-il possible de voir l'Iran exporter du pétrole et du gaz en direction du Pakistan, qui commence à se retrouver en situation de crise énergétique? Alors, il y a un projet de gazoduc entre l'Iran et le Pakistan qui existe depuis quasiment une vingtaine d'années. En tout cas, il était en négociation pendant très longtemps. Ils sont arrivés à un accord de construction d'un gazoduc en 2009. Donc, c'est un gazoduc qui, initialement, devait relier l'Inde via le Pakistan. Et c'est pourquoi il était appelé le Peace Pipeline, le pipeline de la paix, gazoduc de la paix. Donc, l'Inde s'est retirée du projet assez rapidement, notamment à cause de dissensions avec le Pakistan et aussi à cause de pression de la part des États-Unis de se retirer de ce projet. Pour ce qui est de la partie entre l'Iran et le Pakistan, donc l'Iran a construit sa propre partie du gazoduc, mais principalement parce vous avez une ville dans le sud-est du pays qui s'appelle Zoedan, donc il y a une population croissante. Et donc, il s'agissait d'acheminer aussi ce gaz vers la ville de Zoedan. De l'autre côté, le Pakistan n'a pas rempli sa part du contrat pour plusieurs raisons. Donc, il y avait des problèmes d'un point de vue commercial, c'est-à-dire que le prix de ce gaz
était au final estimé assez élevé par le Pakistan, surtout à partir de la fin des années 2010, où vous aviez eu le prix du gaz qui était extrêmement faible et le Pakistan a signé des contrats d'acheminement du GNL via le Qatar. Donc aujourd'hui, le Qatar est un des principaux fournisseurs de GNL, de gaz naturel, au Pakistan. Et puis vous aviez de manière générale, encore une fois, une pression extrêmement forte de la part de Washington. Donc il y a une relation assez spéciale avec Islamabad pour que le Pakistan ne continue pas sur ce projet. Donc, le Pakistan n'a pas vraiment donné suite. C'est un projet qui est en fait un peu mort-vivant depuis une quinzaine d'années entre l'Iran et le Pakistan. Cher Monsieur Falakcheï, on arrive au terme de cette édition de notre webinaire Une heure avec les experts. Je tenais vraiment à vous remercier pour votre information. Grâce à vous, on a complètement brisé le record de nombre d'inscrits pour un webinaire. Et vraiment, merci pour vos explications qui sont particulièrement claires. Et oserais-je dire, il faudrait que vous pensiez à devenir prof parce que vous êtes vraiment, vous avez le sens de l'explication et c'est rare. Merci à tout le monde pour cette première édition de ce nouveau cycle de webinaire Une heure avec un expert. Encore une fois, merci M. Falakcheï, merci cher Eugène Henry, merci à Vahid d'Iran qui s'est occupé de tout l'aspect technique de l'Iran. Donc c'est vrai que bon, moi à Paris, Eugène Henry en Normandie, Monsieur Falakcheï à Londres et Vahid en Iran. Donc, c'est vraiment la raison d'être de Zoom. Merci à tout le monde et à très bientôt, j'espère. Merci, au revoir. Merci.